Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette session de m'avoir invité à vous parler donc, des résultats de notre enquête concernant l'évaluation des recommandations HPV. Voici mes liens d'intérêt. Alors, comme vous le savez, la SNFCP a publié en 2022 des recommandations sur le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses anales liées au papillomavirus. Elles ont été publiées dans Techniques in Coloproctologie début 2024. Donc, ces recommandations ont induit beaucoup de changements. D'une part, c'était les premières recommandations de la SNFCP. Il y a eu un changement de paradigme puisqu'on est passé du dépistage du cancer de l'anus à un stade précoce par un examen proctologique annuel à un dépistage des lésions précancéreuses pour les prendre en charge et prévenir la survenue du cancer. L'anuscopie haute résolution est au cœur de notre stratégie de dépistage et les biomarqueurs sont en première ligne. Le test HPV-16 et l'examen clinique standard n'est plus systématique. Donc là, je vous ai remis l'algorithme. Alors, il n'est pas forcément très clair, mais vous l'avez sur le site Internet. Donc l'idée, c'est de dépister prioritairement 3 groupes à risque en réalisant en première intention un test HPV-16 qui, s'il est positif, entraînera la réalisation d'une cytologie anale, d'un examen clinique et, en cas d'anomalie, d'une anuscopie haute résolution. Beaucoup de changements, donc beaucoup de questions. Alors, qui est en première ligne ? L'idée du test HPV-16, c'est qu'il soit réalisé plus forcément par le proctologue. Certains ont craint un afflux de patients. L'applicabilité aussi pose question, notamment du fait du rôle central de l'anuscopie haute résolution, le coût, les responsabilités, etc. Nous avons donc réalisé une enquête de pratique sous l'égide de la SNFCP et du GREP via un questionnaire dont le lien a été diffusé par la mailing list avec des réponses enregistrées donc, du 17 septembre au 20 octobre 2024. L'objectif était d'évaluer l'application des recommandations de la SNFCP, mais également d'identifier les difficultés pour, dans un second temps, proposer des actions ciblées. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier les 79 répondeurs. C'est vraiment un très bon chiffre pour ce type d'enquête. L'âge moyen était de 46 ans, une majorité de femmes, et vous voyez une petite majorité de gastro-entérologues, mais quand même beaucoup de chirurgiens. Ça montre bien que tout le monde est concerné par le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses liées au papillomavirus. Alors, on va passer tout de suite aux résultats. Donc, la première question, c'était, voyez-vous en consultation des patients pour le dépistage des lésions liées au papillomavirus ? Et vous voyez que c'est quand même un grand oui, à 85%. Si vous voyez des patients dans ce contexte-là, est-ce que ces patients sont inclus dans un circuit dédié de dépistage? Et vous voyez que là aussi, c'est une majorité de oui, à 60%. Et enfin, savez-vous que la SNFCP a émis des recommandations? Eh bien là, c'est un très grand oui, à plus de 90%. Donc, ce qu'on peut déjà déduire de ces premières réponses, c'est que tout le monde, ou en tout cas presque tout le monde, est concerné par le dépistage des lésions précancéreuses. Les RPC ont été quand même largement diffusés, au moins auprès des répondeurs. Alors, possiblement, il y a un biais de sélection. Ceux qui ont répondu se sentent peut-être plus concernés, mais en tout cas, c'est quand même un très bon chiffre. Et vous voyez aussi que dans la majorité des cas, ces patients sont intégrés à un circuit de dépistage dédié, ce qui est finalement plutôt une bonne chose parce que la maladie liée à l'HPV, c'est une maladie qui est multisite, gynécologique, proctologique, ORL, cutanée. Et puis c'est vraiment une prise en charge qui est multidisciplinaire, qui implique les proctologues gastro-entérologues, les ORL, les dermatologues, les gynécologues, les infectiologues, les anatomopathologistes, etc. Alors, est-ce que vous appliquez les recommandations de la SNFCP? Alors, vous voyez que là, c'est quand même aussi un très grand oui, à plus de 90%. Alors, évidemment, dans la moitié des cas, ces recommandations ne sont appliquées que partiellement, mais je ne pense pas que ce soit un vrai souci, parce que l'idée de ces recommandations, c'est que chacun se les approprie, qu'on fasse avec les moyens dont on a à notre disposition, et donc on laisse toujours la place dans ces recommandations à finalement une stratégie B si la stratégie A n'est pas disponible. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose que chacun se les approprie. Donc, bravo à tous. Alors, est-ce que ces recommandations ont modifié vos pratiques? Eh bien, là aussi, c'est un grand oui à 75%. Donc, je pense qu'on peut quand même déduire de ces réponses qu'il y a un réel impact de ces recommandations, qu'elles ont largement diffusé et qu'elles modifient chez la plupart des répondeurs leurs pratiques de tous les jours, et c'était bien le but. Alors, quand on pose la question du facteur limitant à l'application des recommandations, eh bien, sans surprise, c'est quand même l'anuscopie haute résolution qui est le principal facteur limitant à 70%. Donc, on va maintenant rentrer dans le détail des différentes modalités de dépistage. Alors, concernant l'examen proctologique standard, vous voyez que
Pas de facteur limitant pour environ 2/3 des répondants et un délai de rendez-vous, de réalisation de cet examen qui est dans à peu près 90% des cas inférieur à 6 mois et dans la moitié des cas même inférieur à 3 mois. Alors globalement, l'examen proctologique standard reste accessible. C'est quand même son principal intérêt. Il peut être fait par presque tout le monde, partout. Il ne coûte pas très cher et les délais sont quand même encore raisonnables. Moi, je trouve que même 6 mois, ce n'est pas choquant, puisque là, on est quand même dans une stratégie de dépistage des lésions précancéreuses chez des patients qui sont asymptomatiques. D'accord ? Les recommandations disent bien que si votre patient a des symptômes proctologiques, douleurs, saignements ou un relief inhabituel, il faut qu'il consulte. Là, on est chez des patients qui n'ont pas de symptômes. Alors, concernant le test HPV-16, qui le réalise, qui le prescrit? Alors, qui le prescrit? Vous voyez que c'est quand même le gastro-entérologue, proctologue, dans à peu près 80% des cas, mais on a quand même des infectiologues aussi qui le prescrivent, plus de 40%, et des gynécologues. Donc le proctologue en première ligne, mais quand même d'autres praticiens s'y mettent. Et alors, qui réalise le test? Eh bien, vous voyez que là aussi, majoritairement, c'est quand même le proctologue gastro-entérologue. Donc le proctologue, il reste en première ligne, mais il y a quand même d'autres spécialités qui s'impliquent petit à petit. La nuance, c'est quand même que le test HPV, il est en première ligne aussi parce qu'il peut être fait par tout praticien, il peut être fait par le patient lui-même en autoprélèvement. Donc l'idée, c'est quand même que ces patients ne voient pas d'emblée le proctologue, mais qu'ils fassent le test HPV et qu'ensuite ils voient le proctologue en cas d'anomalie. Donc pour l'instant, cet objectif, il n'est pas rempli, mais on voit quand même que d'autres spécialités se mettent à prescrire et à réaliser ce test. Et à l'avenir, il faudra évidemment aussi favoriser l'autoprélèvement, dont on a de plus en plus de données qui valident les performances diagnostiques par rapport aux tests faits par le praticien sur un matériel de cytologie. Alors concernant le test HPV, quels sont les facteurs limitants? Alors quand même, pour près de 60% des répondeurs, il n'y avait pas de facteurs limitants. Donc c'est plutôt un chiffre assez élevé. Et quand on regarde les facteurs qui limitent, c'est surtout des facteurs techniques, c'est-à-dire je ne sais pas comment faire le test, je n'ai pas le matériel. Et la question du remboursement, finalement, elle est un facteur limitant, elle ressort chez seulement 20% des répondeurs. Je vous rappelle que le test HPV-16, comme la cytologie anale, ne sont pas prises en charge. Alors, ce qu'on peut dire du test HPV, c'est qu'il est accessible quand même, peut-être moins que l'anuscopie standard, avec quelques réserves concernant le matériel, la formation et puis la question du remboursement. Alors justement, concernant le remboursement, quand on pose la question qui prend en charge le coût du test, eh bien vous voyez que c'est majoritairement le patient, mais quand même dans 45% des cas, c'est la structure. Alors évidemment, là on parle de patients qui sont souvent suivis donc dans des centres où il y a un laboratoire de virologie, etc. Donc c'est la structure qui va prendre en charge, mais quand même finalement, pour un test qui n'est pas remboursé, dans la moitié des cas, ce n'est pas le patient finalement qui va assumer le coût de ce test. Alors l'absence de remboursement est-elle un facteur limitant? Alors pour une majorité des répondeurs, une courte majorité, c'est non, mais évidemment pour 47%, ça reste un souci. On peut quand même s'interroger finalement si le remboursement qui était souvent mis en principal facteur limitant pour l'application des recommandations et la réalisation de ce test ne serait pas plutôt un problème secondaire et que les problèmes, encore une fois, techniques, de matériel, de formation au prélèvement ne seraient pas plutôt, eux, en première ligne. Alors, concernant la cytologie anale, quels sont les facteurs qui limitent sa réalisation? Bien, vous voyez que là, pour les 2/3 des répondants, finalement, il n'y a pas de facteur limitant. Et à nouveau, ce qui va ressortir en premier lieu, c'est tout ce qui est matériel de prélèvement, réalisation. Donc, comme pour le test HPV, on est plutôt sur des examens qui sont accessibles, avec quelques réserves. Et là, quand on regarde l'absence de remboursement, eh bien, ce n'est pas un facteur limitant pour les 2/3 des répondants. Tout simplement parce que la cytologie anale, là aussi, elle n'est pas forcément, le coût n'est pas forcément assumé par le patient, mais ça peut être par la structure ou par le laboratoire de cytologie. Alors, maintenant, le cœur du problème, l'anuscopie haute résolution. Alors, quand on pose la question, réalisez-vous des anuscopies haute résolution? On a 24 médecins qui ont répondu qu'ils réalisaient des anuscopies haute résolution. Et quand on pose la question du délai moyen de réalisation d'une anuscopie haute résolution, vous voyez que c'est à peu près un tiers. Un tiers, c'est moins de 3 mois. Un tiers, c'est entre 3 et 6 mois. Et un tiers des répondeurs, c'est plus de 6 mois. Donc clairement, l'anuscopie haute résolution, elle est moins accessible que l'examen proctologique standard.
mais quand même, le délai est de moins de 6 mois pour près de 3 répondeurs sur 4. À la question, vos patients justifiant d'une anoscopie haute résolution ont-ils accès à la HR? Il y avait ensuite la distance qui était également prise en compte. Alors vous voyez que quand même 95%, c'est-à-dire que les patients qui ont besoin d'une AHR, 95% ont cet examen, et dans 3/4 des cas, à moins de 100 km. Alors c'est sûr que 100 km, ça peut paraître loin, mais on est quand même sur un examen très spécialisé qui va finalement, avec la stratégie de dépistage, concerner un faible nombre de patients. Donc c'est sûr qu'on peut mieux faire. Mais globalement, s'il y a besoin d'une AHR, on y a quand même accès. Alors évidemment, là aussi, c'est pour les répondeurs qui sont peut-être dans des centres avec plus de moyens que effectivement le proctologue qui va avoir son cabinet seul. Alors, à la question « Combien d'anoscopies réalisez-vous par an ?» Donc, il y a 7 centres qui ont répondu 13%, qui ont répondu plus de 200 par an. Et tous les autres, vous voyez qu'on est sur la majorité, moins de 20 examens annuels. Alors, quand même, on a une grosse disparité. On a une grosse concentration dans quelques centres qui vont avoir un gros volume. Les recommandations concernant l'anoscopie haute résolution et les critères de qualité, c'est quand même de réaliser au moins 50 anoscopies haute résolution par an, idéalement au moins 100. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de centres qui sont quand même un petit peu en deçà. Et c'est sûrement le problème aussi de l'anoscopie haute résolution, c'est qu'elle est assez concentrée dans des grands centres. Alors dans le cas où vous ne réalisez pas d'anoscopie haute résolution, qu'est-ce qui va vous empêcher finalement d'avoir accès pour votre patient à l'anoscopie haute résolution? Là, c'est seulement un tiers des patients, des répondeurs, qui n'ont pas de difficulté. Et puis ensuite, les 2 tiers, ça va être essentiellement, vous n'avez pas de correspondant, les délais de rendez-vous sont trop longs ou le lieu d'examen est trop éloigné. À la question, si vous réalisez des anoscopies haute résolution, vous, en tant que praticien, qu'est-ce qui va vous limiter dans votre pratique pour réaliser les examens? Eh bien, très clairement, ce qui va ressortir en premier, c'est l'absence de cotation spécifique. Alors, ça, c'est une demande qui est en cours, un travail qui a été initié par François Pigot et qui est également repris par Béatrice Vincent-Bonnet. Donc, on a des demandes qui sont en cours. On espère parvenir à un remboursement avec une cotation spécifique. On a mis en place l'année dernière un annuaire avec les principaux centres qui réalisent les anoscopies haute résolution, justement pour aider les praticiens qui n'ont pas forcément de correspondant à trouver un praticien près de chez eux. Vous voyez que quand on pose la question « Est-ce que vous connaissez cet annuaire AHR ?» Eh bien, il y a une majorité de non. Alors très clairement, là-dessus, c'est un point où on peut beaucoup s'améliorer. Donc je pense que là, si vous avez une photo à prendre, c'est maintenant, avec ce lien qui dirige directement vers l'annuaire AHR. C'est un annuaire où on a quand même référencé une trentaine de praticiens. C'est un annuaire qui va encore s'étoffer. C'est un annuaire qui va être mis à jour, mais vous avez les coordonnées des praticiens et les modalités de prise de rendez-vous. Donc ça, très clairement, ça peut être un outil pour favoriser l'accès à l'anoscopie haute résolution. Alors je terminerai sur le traitement des lésions précancéreuses anales. Donc on a posé la question sur les modalités de traitement. Vous voyez que globalement, il n'y a pas un traitement qui ressort plus que les autres. Globalement, la chirurgie un petit peu plus, mais on est surtout finalement sur un traitement multimodal. On combine souvent les différentes techniques pour prendre en charge. Alors parmi les autres réponses, il y avait le laser CO2 qui est effectivement utilisé et qui est validé. Il y avait également la cryothérapie qui n'a pas été retenue dans nos recommandations parce qu'il n'y avait pas un niveau de preuve suffisant. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire par rapport donc, à ces 79 répondeurs et à leurs réponses, c'est qu'on a une large application des recommandations. Plus de 90% des praticiens les appliquent au moins partiellement. Ces recommandations ont un fort impact. Elles ont modifié la pratique chez les 3/4 des répondeurs. Le proctologue reste à ce jour en première ligne. L'idée, c'est vraiment qu'à l'avenir, ce ne soit plus le proctologue qui fasse le test HPV, ce ne soit plus le co-testing qui prime. Concernant le frottis anal, les principales limites sont quand même d'abord techniques, c'est des soucis d'accès du matériel, des soucis de formation, comment je fais le prélèvement. Alors dans le frottis anal, il y a le test HPV-16 et il y a la cytologie. L'accès à l'anoscopie haute résolution reste le principal facteur limitant des recommandations, mais je pense quand même qu'on a montré qu'on pouvait avoir accès à cet examen dans des délais assez raisonnables.
et le traitement des lésions précancéreuses et multimodales. Alors, à l'avenir, les pistes d'amélioration, c'est évidemment de continuer à communiquer concernant les RCP, concernant l'annuaire anoscopie haute résolution. Il faut communiquer au sein de notre société, au sein des gastro-entérologues, des proctologues, des chirurgiens, mais également au sein des autres spécialités, d'accord, pour vraiment parler de ces recommandations et les diffuser le plus largement possible. Concernant le frottis anal, pour le test HPV, ça va passer par le développement de l'autoprélèvement. Encore une fois, il y a des données qui sortent, il va être validé en termes de performance diagnostique par rapport au prélèvement réalisé par le praticien. Il faut peut-être développer plus de support pédagogique. Comment je fais un frottis, quels sont les matériels, quel est le matériel, etc., le circuit de prélèvement. Poursuivre le développement de l'anoscopie haute résolution, ça passe évidemment par la formation, le DU dysplasie, les cotations spécifiques, l'intelligence artificielle aussi qui peut nous aider à mieux identifier les lésions. Et puis, à l'avenir, il faudra quand même aussi évaluer l'impact finalement de ces stratégies de dépistage. Pour le moment, c'est un petit peu tôt, mais encore une fois, l'idée du dépistage, c'est quand même de traiter les lésions précancéreuses pour éviter la survenue du cancer. Et à ce jour, pour l'instant, on n'a pas de données sur l'efficacité de telles stratégies de dépistage, et particulièrement sur celle de la SNFCP. Alors, je vous remercie de votre attention. J'aimerais remercier chaleureusement les répondeurs, la SNFCP qui a permis l'élaboration de ces recommandations, et puis également le GREP pour son soutien dans la réalisation de cette enquête. Merci beaucoup.